Donc merci d'être venus aussi nombreux et d'être fidèles au rendez-vous du comité d'histoire. Donc c'est aujourd'hui la 3e conférence de ce cycle consacré à l'histoire du tourisme à Paris. Je vous rappelle que donc, ce cycle est fait en lien avec l'exposition du comité d'histoire à la Galerie des Bibliothèques, ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h. Et je vous invite à aller voir l'exposition. Il y aura une visite guidée de l'exposition samedi à 17h. Donc ce cycle est le 3e. Donc vous pouvez trouver le cycle, les conférences du cycle en ligne. Donc on m'a dit que c'était difficile de les trouver parce que l'arborescence de la mairie a changé. Donc il faut aller sur le site culture, puis histoire et mémoire. Et normalement vous arrivez à la page du comité d'histoire où vous pouvez accéder aux conférences enregistrées. Si ça ne marche pas, vous pouvez passer directement par YouTube. Et vous, dans YouTube, vous tapez Comité d'histoire de la ville de Paris. Vous avez la liste des conférences qui apparaît. Et si vous avez un onglet Playlist, et si vous allez sur l'onglet Playlist, vous avez des conférences par cycle. Sinon, elles sont par date. Donc pour cette 3e conférence, je suis ravie d'accueillir Joanne Vajda, qui est architecte, docteur en histoire et qui enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, qui a beaucoup travaillé sur ces questions du tourisme et notamment qui a publié un livre tout récemment, au printemps dernier, donc Paris Ville Lumière, une transformation urbaine et sociale, 1855-1937. Donc elle a beaucoup travaillé sur les transformations de la ville, sur les guides touristiques, sur différents loisirs urbains de cette période. Donc je vous invite à aller voir le livre qui normalement est à la librairie du musée, ainsi que le catalogue de l'exposition Bon Baiser de Paris, dans lequel Joanne Vajda a aussi écrit une contribution consacrée aux hôtels et particulièrement à un hôtel des Champs-Élysées, le Claridge. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne conférence. Je ne peux pas démarrer cette conférence sans avoir une pensée pour les victimes des attentats, notamment parce que le Bataclan était une des salles qui était recommandée dès la fin du XIXe siècle aux touristes étrangers par les guides. Donc cette question de la transformation urbaine et sociale, en effet, inclut la question de l'étude de ces lieux de loisirs. Je voudrais remercier le comité d'histoire de Paris et en particulier Madame Marie Aigné qui m'a sollicité pour participer à ce cycle de conférences. J'aimerais également profiter pour remercier Roxane de Buisson et Florence Quignard de Buisson parce que la plupart des images qui vous sont montrées proviennent de leur collection, qui est une collection de documents sur Paris à laquelle j'ai eu la chance d'avoir accès pour mes recherches. Enfin, je vous remercie à vous tous. Je vous remercie vous tous d'être là parce que je sais que certains sont venus de loin pour m'écouter. Donc, en effet, comme le disait Madame Marie Aigné, je suis architecte des PLG. J'ai soutenu une thèse sur la transformation sociale et urbaine de Paris sous l'influence de l'élite voyageuse. Disons que c'est un sujet qui m'a intéressée parce qu'il n'avait jusque-là pas été traité. Et comme j'ai été personnellement confrontée donc à différentes formes d'expatriation, je dirais que c'était un sujet qui me paraissait intéressant à étudier. Donc, essayer de voir comment cette transformation urbaine et sociale est influencée par cette élite voyageuse. Donc pour la conférence d'aujourd'hui, je vous dresserai un bref portrait de cette élite voyageuse
Et je vous parlerai plus particulièrement des hôtels et de cette ville des plaisirs qui illustre cette joie de vivre à la française dont il est tant question ces jours-ci. Je ferai donc un focus sur les patinoires, donc ce qu'on appelait à l'époque les skating rinks. Donc cette élite voyageuse est formée d'individus, on va dire en apparence aisés. Alors j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire un... Voilà, bon, je n'ai plus la main. Donc en attendant que ça remarche... Voilà, bon. Voilà, excusez-moi. Donc cette élite est formée donc d'individus en apparence aisés qui n'ont, on va dire, d'autres qualités que la frivolité, le goût pour le luxe et le désir de mettre en évidence leur loisir à travers un décorum et des usages mondains. En fait, en réalité, il y a une population très hétéroclite qui fait partie de cette élite. Il y a des diplomates et des hauts dignitaires, des millionnaires, des souverains et des grands seigneurs véritables, prétendus, exilés ou ruinés, des nababs et des maharajas, des financiers, des industriels et des marchands enrichis, sans oublier évidemment toute la cohorte des escrocs, faux nobles, faux riches, tricheurs, voleurs, souteneurs. En gros, ce que Paul Morand appelait des extravagants par nature et des extravagants par occasion. Donc parmi cette élite, il y avait donc les personnalités notables. Là, je vous ai mis une image de l'empereur de Russie qui arrive pour la pose de la première pierre du pont Alexandre III en 1896. Donc ces visites officielles sont nombreuses, elles se succèdent et elles sont aussi l'occasion de décorer les rues parisiennes. Donc vous avez là l'avenue de l'Opéra décorée pour l'arrivée des souverains italiens en 1903. Et la même année, la rue de Castiglione décorée pour l'arrivée d'Édouard VII. Donc, on va dire que la surveillance de ces membres de l'élite voyageuse est faite par la préfecture par les services de police et souvent ces personnalités arrivent aussi à Paris incognito. Pour profiter justement de la vie parisienne. Alors, on a des rapports de police assez cocasses qui informent justement des relations de cette population, de cette élite voyageuse au commerce de luxe et des relations qu'elle entretient aussi avec la haute société parisienne. Par exemple, un rapport de police évoque le séjour de la princesse Bibesco qui passe 1 mois et demi en 1915 à l'hôtel Meurice. Et donc on est en pleine guerre et son séjour en fait n'est qu'une suite de visites chez des fournisseurs, des maisons de fourrure, des bottiers, les grands magasins. Tout cela est ponctué de rencontres avec l'aristocratie française et européenne. Elle rencontre Marie de Grèce, le comte de la Béraudière, différentes personnalités politiques et diplomatiques, parmi lesquelles le garde des Sceaux, l'ambassadeur de Russie en France. En fait, le seul objectif touristique qu'elle semble visiter pendant son séjour est la cathédrale Notre-Dame.
c'est pour dire que, en effet, le séjour de ces personnalités ne se limite pas juste aux visites officielles. Et là, vous avez donc une image des deux reines de Hollande avec au second plan l'enseigne à la Rotonde, donc le restaurant. Par ailleurs, donc, comme je le disais, la plupart de ces personnalités passent parfois plus de temps dans les grands magasins du Louvre qu'au Louvre, au musée. Donc, cette vie parisienne, enfin ce que l'on aperçoit à travers ces visites de personnalités notables n'est en fait que la partie, on va dire, émergée de l'iceberg, puisque ces personnalités arrivent aussi avec des cortèges importants. Et par exemple, le Shah de Perse arrive en 1878 au Grand Hôtel suivi de 25 personnes. Et quant au roi du Cambodge, il arrive donc en 1906 et il a l'intention de passer un mois en France en compagnie d'une cinquantaine de danseuses. Donc... La caricature de l'anglais, c'est ce qui représente, on va dire, le touriste de la classe moyenne, parce que à partir des années 1870, ce tourisme se diversifie. On va dire que les visites à Paris ne sont plus réservées juste aux personnes de la haute société. Donc, c'est par le terme de cook qu'on désigne ces touristes de la classe moyenne. Donc, le représentant typique étant l'anglais, arrivé en visite, en voyage de groupe organisé par Thomas Cook. Alors, généralement, il ne passe pas inaperçu. Il a souvent un guide à la main, un Baedeker ou un Murray. Ils sont souvent vêtus de costumes de voyage à carreaux, qui sont jugés évidemment ridicules. Ils sont casqués de chapeaux risibles, selon les auteurs de l'époque. Un auteur anglais, Blanchard Gérold, est lui-même en fait très critique vis-à-vis de ses compatriotes qui viennent à Paris. Et qui affiche justement ces excentricités, sortant donc le matin de leur hôtel avec un sac de voyage, avec une paire de jumelles et un alpenstock pour se promener avenue de l'Opéra. Je disais que ces touristes ont souvent des guides à la main. En effet, je ne vais pas trop m'attarder sur les guides, mais on va dire que ces publications revêtent différentes formes. Un des guides, disons, très utilisé à l'époque, est le guide Johan, qui est l'ancêtre du guide bleu. Et je dirais que si on regarde juste l'édition de 1863, il faudrait en fait avoir beaucoup de sang-froid aux touristes qui décident de suivre scrupuleusement l'itinéraire que le guide propose pour un séjour de 15 jours, parce que on envoie ce touriste visiter les abattoirs, les hospices et les cimetières. C'est un peu difficile de qualifier ces objectifs de touristiques, mais en fait, à l'époque, ça permet de compléter l'image que l'on a de la ville, ou que l'on est censé se faire,
et surtout l'image que l'on est censé se faire du régime en place. Donc parmi ces lieux, il figure la boulangerie centrale des hôpitaux, l'institution des sourds-muets, les Madelonnettes, le marché aux chevaux, le marché au fourrage, les prisons de la Roquette et Mazas, et donc seul le dernier jour est consacré à Versailles. Alors, ce que les guides ne montrent pas, c'est la réalité de la ville. C'est ce qu'est Paris à ce moment-là. Donc là, vous avez deux images, une qui représente la construction du Grand Hôtel, qui est donc juste à côté de l'Opéra, et le percement de l'avenue. Donc, comme vous voyez au niveau des dates, ces travaux durent, mais les guides font l'impasse là-dessus. Alors, il y a donc pas mal de guides qui sont en lien avec les hôtels et les grands magasins, puisque il y a une relation étroite au niveau des sociétés hôtelières et des compagnies qui gèrent les grands magasins. Souvent, les hôtels sont d'ailleurs meublés par les grands magasins, notamment par exemple pour les hôtels qui sont construits par la compagnie par la Société du Louvre, le Grand Hôtel, le Grand Hôtel du Louvre, le Grand Hôtel, le Terminus Saint-Lazare, etc., sont tous meublés par les grands magasins du Louvre. Alors, on propose aux touristes un certain nombre de circuits. Bien sûr, il y a le Paris dangereux et Interlope qui fait partie des objectifs touristiques. Alors, on suggère aux touristes qui voudraient se rendre dans les bas-fonds parisiens de se faire accompagner, évidemment. Alors, les bas-fonds, il s'agit des Halles, il s'agit de Montmartre, il s'agit de la rue de la Gaîté. Donc il faut se faire accompagner par un guide, par des amis ou par un agent de la sûreté si l'on est une personnalité notable. Alors donc tous ces touristes arrivent donc dans les hôtels et c'est à partir du Second Empire que la venue des étrangers influe fortement sur la construction d'hôtels. Donc à partir de l'exposition universelle de 1855, on commence à construire des énormes hôtels. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer Albert Robida qui, en 1883, dans un ouvrage intitulé Le XXe siècle, décrivait un peu ce qu'allait devenir Paris. Des spéculateurs hardis ont acheté l'Arc de Triomphe et le palais construit au siècle dernier sur les hauteurs du Trocadéro. Au-dessus, c'est-à-dire directement sur l'Arc des Batailles, un immense palais s'est élevé portant à des hauteurs inusitées ses pavillons et ses tours. Ce palais est un grand hôtel international. Il contient 10 000 chambres ou appartements réunissant l'élégance parisienne ou confortable, comme on l'entend dans les 5 parties du monde. L'hôtel international symbolisant, pour ainsi dire, l'union des peuples, les architectes, pour rester dans la donnée, ont voulu tenter l'union des styles. Extérieurement et intérieurement, l'hôtel international réunit dans un ensemble grandiose et harmonieux les architectures de tous les peuples. L'édifice central est européen, l'aile gauche asiatique et américaine, l'aile droite africaine et océanienne. Des annexes, des pavillons, des kiosques servent de trait d'union pour passer des styles généraux aux styles intermédiaires ou particuliers. Donc le modèle en fait de l'hôtel parisien est l'hôtel américain et donc dès le milieu des années 1850, les architectes se penchent sur la construction d'hôtels. Donc là, Hector Oraux est un des premiers qui imagine ce genre d'établissement.
Dès le début du XXe siècle, à la suite de la Société du Louvre, un certain nombre de sociétés financières participent à la construction d'hôtels parisiens. Et ces sociétés sont parfois l'œuvre donc d'étrangers, allemands, suisses, anglais. En fait, il y a une stratégie, on va dire, très complexe qui incite ces sociétés à posséder des établissements similaires à Paris et dans les villes balnéaires. Et parmi les esprits entrepreneurs de l'époque, je donnerai l'exemple de Léonard Auguste Tauber, qui est à l'origine de la création donc de 3 établissements hôteliers, le Regina en 1900, le Majestic en 1908 et le Raphaël en 1925. Donc, en fait, c'est un peu ce qui va être à l'origine de la création des chaînes hôtelières. Alors, le Regina et le Majestic sont construits par le même architecte, Armand Sibien, tandis que le Raphaël est dû à l'architecte Rousselot. Le premier palace construit sur les Champs-Élysées est dû à l'architecte Georges Chédan et en fait il est construit pour la Compagnie internationale des wagons-lits qui est fondée par un ingénieur belge, Georges Nagelmakers. Il est inauguré en 1899. En fait, justement, le fondateur de la Compagnie internationale des wagons-lits comprend l'intérêt de conduire les touristes qui font appel à sa compagnie pour le transport et de leur assurer aussi un hébergement dans les différentes villes desservies par la compagnie. On pourrait dire qu'avec cet hôtel, l'ère du grand hôtel s'achève et c'est celle du palace qui commence. L'architecte donne ici libre cours à son imagination et affirme, on va dire, sa position contre la monotonie architecturale. La sculpture ornementale qui décore en fait la façade s'inscrit aussi dans l'expression, dans l'évolution de l'expression architecturale de cette fin de siècle. Georges Chédan choisit de traiter d'une manière particulière l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de la rue Bassano, parce que c'est l'angle que l'on perçoit principalement en remontant les Champs-Élysées. C'est le même architecte qui construit l'hôtel Mercedes rue de Presbourg, donc autour de l'Arc de Triomphe. Ce que l'on pourrait dire, c'est que l'hôtel et notamment, la décoration de l'hôtel est un hommage à l'industrie automobile, puisque le commanditaire est Monsieur Mercedes, le fabricant de voitures. Ce que l'on pourrait dire, c'est que cet hôtel a en fait est comparé à l'Élysée Palace, il est dépouillé justement de la décoration riche qu'il y avait à l'Élysée Palace, mais c'est ce qui permet de mettre en évidence justement ce rapport à l'industrie automobile et à la société qui a créé donc l'hôtel. C'est aussi à Monsieur Mercedes que l'on doit la construction d'un autre hôtel, qui est l'hôtel Astoria, qui était donc à l'angle de la rue de Presbourg, sur les Champs-Élysées,
dont la construction a été confiée à Gustave Rive et lequel hôtel est à l'origine d'un scandale qui durera en fait pendant une vingtaine d'années. Parce que, en fait, certains détracteurs voient dans cet ensemble architectural une forme de représentation de l'invasion de Paris par le style colossal munichois. En fait, l'hôtel Astoria a, selon un conseiller municipal de l'époque, épuisé, je le cite, 3 rapporteurs, écrasé un directeur des Beaux-Arts, provoqué 2 interpellations à la Chambre, une au Sénat et 7 à l'Hôtel de Ville, déterminé 2 arrêts du Conseil de préfecture et 1 arrêt du Conseil d'État, parce que donc on souhaitait démolir cet ensemble architectural. Alors, par rapport à la construction d'hôtels, il y a également une autre manière de construire dans la ville, c'est en procédant donc à des surélévations. Et plusieurs hôtels de la rue de Rivoli, de la rue de la Paix et de la rue de Castiglione verront ainsi agrandir leur surface. Donc c'est en fait une façon de profiter d'une réglementation urbaine un peu floue. Mais là encore, dès 1906, la presse s'insurge contre ces pratiques qui provoquent aussi des débats houleux au Conseil municipal de Paris. Et le préfet de l'époque, de Selves, est accusé de complicité avec les vandales qui veulent détruire Paris. Alors, bien que la commission du Vieux Paris exige le respect de la législation, et que les revues d'architecture prennent aussi position contre cette forme de spéculation immobilière, ces surélévations verront quand même bien le jour. On procède aussi à des extensions d'hôtels. Donc là, vous avez l'exemple du Plaza Athénée qui rajoute, double pratiquement sa capacité d'accueil en très peu de temps. Ce que l'on pourrait dire aussi, c'est qu'il y a pas mal d'hôtels qui jouent aussi sur leur proximité. Donc là, je vous ai mis l'exemple de 2 étiquettes d'hôtels qui représentent pratiquement les mêmes bâtiments, mais qui font en fait la publicité de 2 hôtels différents, l'hôtel Windsor et l'hôtel Reynolds. Qui se trouvent avenue du Parc Monceau, qui est actuellement l'avenue Bertie Albrecht, et donc qui sont des hôtels que l'on pourrait appeler des faux jumeaux parce qu'ils sont construits en fait à 3 ans d'intervalle. En 1925 pour le Windsor et en 1928 pour le Reynolds. Ils sont l'œuvre du même architecte, Tisser, et du même décorateur, Renouvin. Pourtant, en fait, les 2 façades se distinguent nettement. Celle de l'hôtel Windsor qui conserve en fait une forme de lourdeur dans la décoration qui est spécifique plutôt à l'architecture du début du XXe siècle. Et tandis que le Reynolds est beaucoup plus épuré et en fait rappelle davantage le style art déco de l'époque. Parmi les hôtels qui sont construits sur les Champs-Élysées, il y a le Claridge, qui est construit en fait, dont la construction est achevée en 1914, mais qui n'ouvrira ses portes que en 1919 pour accueillir les touristes. Et donc, comme pour la plupart des hôtels de l'époque, on mélange un peu tous les styles à l'intérieur.
Et à l'extérieur, on dissimule toute cette décoration derrière un plaquage architectural qui reflète en fait une opulence qu'aime afficher la clientèle de ces hôtels. Le Claridge est dû à Charles Lefebvre et Louis Duhaillon, architectes, qui donc dessine une façade qui rassure, on va dire, la clientèle étrangère et qui s'appuie également sur les nouvelles réglementations urbaines qui acceptent désormais les encorbellements et les loggias. C'est également ce que montre cette image où on voit bien qu'on retrouve le principe des loggias à la fois donc à l'Élysée Palace, au Claridge et au George V. Pour ce qui est de l'intérieur des hôtels, donc il y a un certain nombre d'espaces intérieurs que l'on retrouve dans tous ces hôtels. Donc la salle à manger. Là, vous avez l'exemple de la grande salle à manger du Grand Hôtel du Louvre. Là, vous avez l'exemple de la salle à manger du Grand Hôtel, qui, en fait, pour la petite histoire, avait fait l'objet d'un projet de transformation en 1953. Donc, il avait été prévu d'installer ici un garage de 9 étages pour 150 voitures. Ça vous donne une idée de la dimension de l'espace. Alors, il y a également le salon de lecture, qui est une pièce systématiquement présente à l'intérieur des grands hôtels. Ces salles de lecture sont des lieux de rencontre aussi pour la clientèle des hôtels. Et puis, en fait, petit à petit, ces hôtels s'ouvrent aussi à la société parisienne. Et c'est un peu ce que montrent ces documents, qui sont des devis pour des menus proposés par le service des fêtes de l'hôtel Continental, et pour un dîner organisé par un monsieur qui s'appelle Gagé. Donc c'est... On va dire que justement par rapport à l'hôtel Continental, c'est un peu avec cet hôtel que s'achève une première étape de l'évolution de la typologie des grands hôtels. On a dans cet hôtel un salon qui est un espace très particulier, le salon mauresque, dont les arcades rappellent l'Alhambra, les colonnettes le palais d'été d'Alger et certains détails les mosquées de Fès et de Meknès. Le mobilier étant, on va dire, une référence à l'extrême orient. La cour d'honneur de cet hôtel est transformée. En fait, c'est le dernier établissement qui est pourvu d'une cour d'honneur. Donc celle-ci est ultérieurement transformée pour accueillir uniquement la clientèle de l'hôtel. Petit à petit, ces cours d'honneur se transforment en hall-salon. Et c'est aussi le signe que l'hôtel se tourne désormais vers son intérieur. Les espaces destinés en fait à la vie mondaine occupant de plus en plus de place. Le terminus Saint-Lazare montre aussi les relations qui peuvent se faire avec la gare directement, puisqu'on y accède par une passerelle particulière qui relie l'hôtel à la gare. Et ces halls sont vraiment des espaces très vastes. Alors,
ici à l'Élysée Palace, il demeure en fait la relation à la cour d'honneur, même si le hall n'a jamais servi de cour d'honneur. On y voit des références, l'éclairage zénital, la pierre qui est laissée apparente. Et donc, dans la plupart de ces hôtels, on retrouvera ces halls qui servent à la rencontre des clients, mais aussi à des rencontres avec la société parisienne, parce que c'est dans ces halls que l'on sert le café et le thé l'après-midi au son d'un petit orchestre qui est souvent désigné par le terme d'orchestre tzigane, peu importe d'ailleurs l'origine des musiciens. Ce qui se retrouve aussi dans ces halls d'hôtels, ce sont les vitrines. Donc, il y a systématiquement des commerces qui présentent leurs produits. Et par exemple, au Plaza Athénée, on dénombre 44 vitrines en 1934. C'est pour vous dire que l'hôtel devient un véritable centre commercial. Alors, il demeure des espaces spécifiques pour les dames, des espaces spécifiques pour les hommes, donc les salons, les fumoirs, les billards. Ce qu'on pourrait retenir en fait de tous ces mélanges de styles que l'on devine à travers ces images, c'est que en fait finalement il y a assez peu d'hôtels qui gardent une sorte de cohérence stylistique. Le dernier, ah oui pardon, j'avais oublié de vous montrer aussi tous ces espaces qui sont destinés aux soins du corps, pour lesquels donc les hôtels accordent également de l'importance. Donc, outre la salle de bain et les salons de coiffure, les piscines, comme celle du Claridge, font la joie des clients de l'hôtel. Et donc, pour revenir à cette question de mélange de styles, je dirais que seul finalement l'hôtel de Paris, qui est construit vers 1930, permet de retrouver une forme d'unité stylistique entre l'intérieur et l'extérieur. Ces hôtels, en fait, sont construits, comme vous l'avez compris, pour l'élite voyageuse. Cependant, il y a aussi un certain nombre d'établissements qui sont construits pour les touristes de la classe moyenne. Et là encore, les expositions universelles sont des éléments moteurs de la construction de ces établissements. Donc là, en 1900, on construit les grands hôtels du Trocadéro, qui contiennent donc 1800 chambres, qui sont là encore meublées par les grands magasins, là par le Bon Marché, et qui sont censés accueillir les touristes de l'agence Cook, parce que c'est cette agence qui est chargée de la location de ces 2400 lits. Donc il est prévu, après l'exposition, de transformer les bâtiments en immeubles de rapport. C'est ce qui sera fait. Les voyages des élites, en fait, nous amènent à la transformation aussi de l'espace urbain. Je vous avais montré tout à l'heure des images de ces décors de rue. En fait, là, je vous ai mis l'image d'un établissement d'Alexis Godillo,
dont le nom vous dit peut-être quelque chose, puisque donc il est lié à la fabrication d'équipements militaires et notamment des godillots, donc des chaussures qui portent son nom. Donc ce monsieur possédait également le Bazar du Voyage, qui était un magasin d'articles de voyage, et était également décorateur des fêtes publiques de l'empereur. Son histoire se retrouve liée quelque part à l'histoire de cette élite voyageuse. Et cette question des articles de voyage m'amène à vous parler aussi justement de l'influence que le tourisme exerce sur le commerce parisien. Parce que donc en effet il y a donc pas mal de commerces qui s'installent à proximité des grands hôtels. Là je vous ai mis l'exemple de Louis Vuitton et du bâtiment qu'il fait construire juste à proximité de l'hôtel Claridge sur les Champs-Élysées en 1914. Il y a en effet Vuitton, il y a Goyard également, dont le magasin se trouve rue Saint-Honoré, non loin de la place Vendôme. Il y a évidemment aussi des commerces qui s'adressent donc à toutes les classes de la société. En fait, tous ces touristes parcourent la ville. Il y a un certain nombre de bureaux de tourisme qui font leur apparition. Au départ, on méprise un peu tous ces étrangers qui arrivent. C'est même le cas de l'American Express qui en fait ne s'intéresse pas du tout au départ au tourisme de masse, on va dire, mais qui finit par organiser des voyages et des déplacements pour ces touristes et qui est par exemple très investi aussi dans les visites des ruines et des régions qui seront dévastées par la guerre. C'est ce qui va générer aussi donc tout un tas de parcours dans la ville. Donc là justement une carte de la compagnie American Express qui propose donc des tours dans Paris. Il y a donc aussi tout un tas de publications qui concernent le shopping. Donc ceci est dû à la féminisation des voyages. Et il y a évidemment toutes les attractions, on va dire, qui connaissent un grand succès auprès de ce public d'étrangers, mais aussi auprès du public parisien. Mais en fait, je voulais insister sur le nom de Joseph Holler, qui est aujourd'hui un peu oublié, mais auquel on doit en fait un certain nombre de lieux de divertissement qui font aujourd'hui encore l'image de Paris. Et donc en fait cet Espagnol d'origine catalane est l'inventeur du PMU, le Paris Mutuel Urbain, qui ouvre en 1867. C'est grâce à lui aussi qu'ouvre la grande piscine Rochechouart, 600 mètres carrés et 500 cabines, laquelle piscine est d'ailleurs installée à l'emplacement des usines Godillot. C'est également grâce à lui que couvrent les arènes nautiques rue Saint-Honoré, en 1886. Donc c'est une sorte de piscine en été et cirque en hiver.
C'est également Monsieur Holler qui participe à la construction de la Grande Plaza des Toros rue Pergolèse, qui sont des arènes où ont lieu en 1889 des courses de taureaux. Et en fait, ces arènes se transformeront en skating ring. C'est également Monsieur Holler donc, qui installe en 1889 à l'emplacement du bal de la Reine Blanche le Moulin Rouge, qui devient donc une sorte de symbole de la vie parisienne. On va dire que dans tous ces lieux, et notamment au Moulin Rouge, toutes les personnalités étrangères dont je parlais affluent. Le prince de Galles est un habitué des lieux. C'est également Holler qui ouvre le Jardin de Paris, donc un parc d'attractions pour la haute société qui se situe donc à l'emplacement du concert des Champs-Élysées. Et donc, en fait, Monsieur Holler installe un service spécial d'omnibus entre le Jardin de Paris et le Moulin Rouge pour que les touristes puissent profiter de toutes ces attractions. Alors, en fait, c'est également lui qui remet à la mode les montagnes russes. Donc c'est à l'emplacement des montagnes russes que sera édifié le premier music-hall français, l'Olympia. Donc puisqu'on parle d'attractions, impossible de faire l'impasse sur les parcs d'attractions, donc tels le Luna Park, le Magic City, qui sont des lieux qui disposent d'attractions variées. Alors, le Magic City est inauguré en 1911 et il disparaît en 1926, mais le bal n'est interdit en fait que sous Vichy. Donc, beaucoup d'étrangers de passage fréquentent ces lieux. Et par exemple, le prince Yusupov raconte dans ses mémoires qu'il accompagne souvent le Maharaja d'Alwar au Luna Park. Donc, ces étrangers sont à la fois des éléments moteurs et on va dire un public extrêmement présent dans ces lieux. C'est d'ailleurs en fait à l'initiative de la colonie américaine dont a dû vous parler Nancy Green que s'ouvre vers 1870 un des premiers skating rinks à Paris. Le premier donc pouvait contenir entre 600 et 800 patineurs. Et c'est un lieu de rendez-vous de l'élite américaine, canadienne et russe. Et donc en fait, entre novembre 1875 et décembre 1876, donc en l'espace d'un an, il y a une vraie frénésie qui s'empare de Paris. On aménage en fait une quinzaine de skating rinks dans toute la ville et pour toutes les classes. Apparemment c'est peu comparé à Londres qui en fait à la même époque en possède une quarantaine, sans compter ceux des faubourgs londoniens qui sont au nombre d'une vingtaine. Donc le skating ring du cirque des Champs-Élysées a été ouvert il y a 140 ans, jour pour jour. C'est une patinoire pour du patin à roulettes et en fait les patins sont fabriqués en Angleterre
et assemblée à Paris par un monsieur qui s'appelle Goodwin, qui était un fabricant de machines à coudre. Alors, en fait, les Anglais et les Américains sont pratiquement toujours impliqués dans la création de ces patinoires. Il y a des sociétés qui se constituent parfois même en dehors du territoire français pour gérer ces patinoires. Et il y a plusieurs noms d'hommes d'affaires d'origine étrangère qui sont régulièrement présents dans la constitution et dans la création de ces patinoires. Donc, je parlais à l'instant de Charles Goodwin, qui est donc fabricant de machines à coudre et de patins. Harding, qui est concessionnaire de tramway et inventeur de locomotives à vapeur, mais aussi fondateur d'une société qui gère plusieurs skating rinks, tout comme William Morris, qui est propriétaire de plusieurs skating rinks en Angleterre. Alors, quelques images de ces skating rinks. Celui qui ouvre rue du Faubourg Saint-Honoré, dû aux architectes Châtenay et Roux. Alors, et dont l'ouverture, en fait, gêne un peu les voisins. Parmi lesquels le banquier Stern, qui se plaignent de l'orchestre, ce qui oblige le propriétaire des lieux à supprimer quelques instruments bruyants. Et je dois vous dire que pour faire mes recherches sur ces skating rinks, j'ai beaucoup travaillé dans les archives de la préfecture de police, parce que c'était des lieux très surveillés par la police. Les rapports rendent compte à la fois de la création de ces lieux, à la fois de la manière dont ils sont surveillés. Donc la première intention des sociétaires qui créent ce skating rink est d'interdire l'accès aux femmes galantes et aux dames seules. C'est pourquoi seuls les porteurs d'une carte famille sont admis. Alors pour ce qui est des étrangers de passage, c'est un peu différent, parce qu'en fait, ils sont acceptés sur demande, soumis au comité qui se réunit tous les jours. Alors, il y a aussi d'autres membres, d'autres personnes qui ont un traitement un peu particulier. Ce sont les membres du Jockey Club, du Cercle de l'Union, du Cercle des patineurs ou du Princess Club de Londres, qui sont reçus comme membres sur simple demande. Alors, dans ces lieux, on donne des grandes fêtes. Il y a vraiment tout le beau monde de Paris qui est là. Les salles donc sont décorées. Alors, il y a souvent la référence au style russe que l'on retrouve. Et pour ce qui est de ce skating ring-là en particulier, c'est un ancien gérant du casino de Deauville qui est associé à un riche Brésilien qui reprend l'affaire à un moment donné et qui remplace en fait la piste en asphalte par une piste en marbre blanc de Carrare, en la couvrant donc par une structure métallique. C'est pour vous dire que ces architectures, quoique éphémères, en fait, donnent lieu à une architecture spécifique qui naît pour accueillir cette clientèle. Donc, vous avez compris que la référence aux femmes galantes montre que les demi-mondaines jouent quand même un rôle important dans l'histoire des skating rinks, parce que d'une part, elles sont une sorte de moteur de la transformation des pistes de patinage en lieu de rencontre. D'autre part, en fait, elles conduisent à la diminution de la fréquentation de ces lieux par les clients pour lesquels, en fait, cet espace est un espace uniquement destiné à la pratique sportive. Donc, tous ces lieux s'adressent donc
Ces lieux que je vous montre s'adressent essentiellement à une clientèle aisée. Donc le skating ring de la chaussée d'Antin possède, comme vous pouvez le voir, des espaces qui sont d'un grand luxe. Donc les architectes et les entrepreneurs procèdent donc à des constructions d'une grande hardiesse. Donc là, la piste fait 1500 mètres carrés et la construction comprend 110 colonnes en fonte creuse. La hauteur du bâtiment est de 15 mètres 40. C'est pour vous donner une idée aussi des dimensions de ces espaces. Alors, le Skating Palais qui ouvre avenue du Bois de Boulogne, donc avenue Foch, s'installe en fait dans le hangar de la maison Godillot que je vous avais montré précédemment. Et donc l'ensemble occupe une surface de 12 000 mètres carrés. Donc avec un jardin qui fait 80 mètres de long sur l'avenue. Alors, le principal commanditaire de l'affaire, et c'est là qu'il y a un petit souci, est un certain monsieur De Vries, qui est connu, je cite le rapport de police, connu par tous les Grecs de Paris, les escrocs et les voleurs, ce qui fait craindre à la police qu'il ne s'agisse d'une démarche douteuse et que le skating ne soit qu'un ignoble lupanar où les gueuses viendront chercher des imbéciles. C'est le langage fleuri que l'on trouve dans les rapports de police. Alors, cependant, donc cette patinoire ouvre donc en 1876 et il y a 250 voitures qui stationnent aux alentours et de 8 à 10 000 personnes qui sont présentes le jour de l'inauguration, alors qu'en temps normal, la patinoire accueille entre 1000 et 2500 personnes. Donc son public, ce sont toujours les rapports de police qui l'indiquent, est composé d'aristocrates, de bourgeois, du grand demi-monde. Alors, on note la présence du ministre des Finances, du ministre de l'Agriculture et du Commerce, d'Émile de Girardin ou encore de Don Carlos. Alors, beaucoup d'étrangers de passage. Et un rapport de police note un jour qu'il y a 2 hindous vêtus de leur costume national et appartenant à la suite du prince Young qui ont chaussé des patins et se sont lancés sur le ring, mais peu habitués à ce genre d'exercice, ils ont dû y renoncer aussitôt. Alors, je vous laisse découvrir quelques-uns de ces espaces. Donc, le pôle Nord, qui est ouvert à proximité du casino de Paris. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les skating rings deviennent une sorte de complément des balles, des salles de concert et de music hall. Donc, parmi les skating rings, il y a le Palais de Glace qui ouvre donc en 1893 et qui accueille donc je vais être très précise, de 2h à 5h les familles aristocratiques, de 5h à 7h les mondaines, parmi lesquelles Émilienne d'Alençon, Jeanne Avril, Miss du Croquet, Manon d'Orient, Liane de Pougy et Meriem. Donc il ne faut pas que ces publics se croisent. Alors on trouve aussi des skating rings dans les parcs d'attractions. Là, par exemple, l'exemple de celui du Luna Park, qui a une piste en érable qui est très appréciée par les patineurs. Et donc, autour de 1910, on retrouve donc une nouvelle génération de patinoires. Donc là, celle qui ouvre boulevard de Clichy à l'emplacement de l'hippodrome. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est à l'emplacement de l'ancien Gaumont Palace.
et donc celui de la place Victor Hugo, qui sont dus en fait aux mêmes créateurs, qui sont Crawford et Wilkins, et qui, concernant la patinoire de l'hippodrome, disent que c'est l'endroit, je vais les citer, où les touristes et voyageurs de toutes les parties du monde civilisé affluent et jettent à pleines mains leur or aux brillants papillons des boulevards. Donc là encore, c'est une manière justement de montrer les liens qu'il y a entre les grandes mondaines et les représentants, on va dire, des colonies étrangères. Donc la piste de l'American Skating Rink est présentée comme la plus vaste de Paris. Et donc ces skating rinks, en fait, j'ai commencé en fait à y travailler et je me suis rendu compte au cours de mes recherches que finalement en fait c'était un peu le maillon manquant dans la place d'histoire des lieux de spectacle, puisque c'est la transformation en fait successive de divers lieux qui a fait un peu oublier parfois l'existence de ces patinoires. Cette transformation est parfois éphémère. Ceci dit, en fait, donc voilà, le skating rink de la Chaussée d'Antin devient le Palace Théâtre, puis le Casino de Paris, où se sont produits donc Mistinguett, Maurice Chevalier ou encore Joséphine Baker. Le pôle Nord devient la Boucle, donc qui est un parc d'attractions. Et le Palais de Glace devient le théâtre du Rond-Point, animé donc par la compagnie Renaud Barrault. Donc cette habitude de patiner dans Paris demeure aujourd'hui, puisque c'est une photo que j'ai prise donc des Champs-Élysées et où l'on voit donc à la fois la patinoire, à la fois la grande roue, à la fois une bannière représentant le Paris Photo. Donc vraiment toute cette image symbolise, me semble-t-il, assez bien cette image de ce Paris, ville des loisirs, qui se transforme aussi grâce à ces étrangers de passage. Voilà, j'espère que ça vous donnera une meilleure image justement de cette transformation de la ville, et je vous invite à aller découvrir l'exposition pour avoir des explications parfois plus détaillées sur certains aspects. Je vous remercie. Quelqu'un a-t-il une question ? Que reste-t-il de ces grands hôtels ? Parce que les façades sont conservées, mais à l'intérieur... Alors certains sont toujours des grands hôtels, dont d'autres sont devenus des sièges de banque. C'est le cas de l'Élysée Palace. Quant au Claridge, il a été transformé en appartement. Donc une sorte de résidence hôtelière. Le grand salon du Grand Hôtel a disparu, je suppose. Non, il a été conservé. Le Grand Hôtel a fait l'objet d'une très grande rénovation, restauration, réhabilitation il y a de cela quelques années. Oui, le Raphaël, on a eu l'occasion d'en parler, c'est toujours la même famille qui le possède. Il est exploité comme hôtel. Elle possède aussi encore 2 grands hôtels qui ont été construits à peu près à la même époque. Mais
c'est quelque chose que vous venez de montrer qui m'a intéressé. C'est sur la carte, il était mis rue Saint-Didier, alors qu'on mettait que l'American Skating Rink était place Victor Hugo. Alors, c'était laquelle des deux? Parce que la place Victor Hugo, elle est pas loin, mais c'est l'avenue Raymond Poincaré qui passe à l'angle de la rue Saint-Didier. En fait, justement, ces patinoires occupaient vraiment un espace important dans la ville. Et c'était important de donner des références. La place Victor Hugo, voilà, ça parlait, je pense, beaucoup plus aux touristes que la rue Saint-Didier. Donc c'est probablement aussi lié à cela que l'adresse indiquée était place Victor Hugo. Oui, enfin, la rue Saint-Didier est très célèbre pour les architectes, puisque c'est la rue où Guimard a construit la fameuse salle de musique qui était la plus belle de Paris, financée par un curé qui avait trouvé un financement complètement abracadabrant, et elle a fermé, elle a été démolie presque aussitôt. C'était aussi rue Saint-Didier, donc c'est quand même une rue très connue pour les choses architecturales. Hein. Et puis il y avait aussi un grand concessionnaire automobile sur plusieurs étages, rue Saint-Didier. Donc c'est une rue qui n'est pas monumentale actuellement, il n'y a pas de grands hôtels. Hein, oui, oui, tout à fait. Et donc c'était rue Saint-Didier, ce skating rink. Oui. Ouais, ça doit être alors la partie basse, les bâtiments qui sont en partie basse à côté du marché qui est dans ce secteur. Tout à fait. Bon, je vais pas monopoliser la parole. J'arrive. En fait, il y avait énormément de patinoires dans Paris à la fin du 19e siècle. Il y a eu une réelle désaffection de ce sport où ça a disparu à cause de la guerre. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'elles ont quasiment toutes disparu et que maintenant il y en a 2 ou 3 éphémères l'hiver dans Paris. En fait, je pense que la mode est un peu passée, c'est-à-dire qu'il y avait encore des patinoires dans Paris au début des années 1990. Moi, je me souviens, j'allais à la Main Jaune, donc c'était du patinage sur roulette. Donc en fait, c'est vrai, j'aurais pu davantage insister sur la distinction entre patinage à roulette et patin à glace. Maintenant, à ma connaissance, il y a quand même 2 patinoires. En tout cas, il y a quelques années, il y avait 2 patinoires à glace qui continuaient à fonctionner dans Paris, Pailleron et Sonia Aigné. Donc, normalement, c'est quelque chose qui s'est arrêté, je pense. Enfin, il y a régulièrement des moments où ça s'arrête, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est souvent dû aux faillites des sociétés, en tout cas au milieu du 19e siècle, enfin dans les années 1876, les patinoires passaient de main en main. Et je pense que c'est très fortement influencé par la fréquentation. Donc les patinoires éphémères dans Paris justement sont installées depuis la fin des années 90, début des années 2000, et donc il y a celle qui est en face de l'hôtel de ville, et c'est un peu en fait à partir de l'observation de ces lieux que j'ai commencé à mener mes recherches, pour tout vous dire, parce que je pratique moi-même à la fois le patin à glace et le patin à roulette. Donc c'est justement en me posant la question, mais qu'est-ce que c'est que cette patinoire sur la place de l'hôtel de ville à Paris? Comment on installe, pourquoi on installe une patinoire comme ça, que je suis tombée en fait sur toute cette histoire des skating rinks.
Donc, je pense que justement, quand on s'interroge sur la transformation urbaine, on est aussi extrêmement attentif à ce qui se passe actuellement dans la ville. Et donc, on ne peut pas dissocier en fait notre pratique de la ville de notre pratique professionnelle et de nos propres recherches. Eh bien, merci beaucoup, Yohann Vajda, Paris Ville Lumière, chez l'Harmattan. Et nous nous voyons le